Ça dépend, parfois lundi, parfois jeudi. C'est marrant parce que tu vois, l'équivalent, c'est quasiment toujours la même, mais parfois, c'est pas la même. Et du coup, tu vois que c'est pas la Alors, hop, bien. Il est 18 heures, donc nous pouvons, d'habitude nous attendons 2 ou 3 minutes les éventuels retardataires, mais bon, là le nombre de participants est déjà à 18, donc nous allons. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Cécile Oui, Fontaine. oui, moi je n'ai pas de vidéo. Oui, alors là euh, j'ai affiché mon écran. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir la jonction Nord-Midi d'Anvers, une occasion ratée pour un RER. C'est bien ça. Très bien. Alors, euh, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire issu d'une collaboration entre l'association Réseau européen en train, donc une association française, et l'association REBO, Reisiggersbond, c'est-à-dire le Ligue des voyageurs, qui est belge et qui est néerlandophone. Donc il y aura donc c'est une collaboration transfrontalière avec et qui sera également enfin partiellement bilingue puisque Marc, je m'exprimerai en français. Maar ik spreek matig Nederlands, maar ik zal in het Frans uitspreken. Donc je parle correct ou moyennement le néerlandais, mais je m'exprimerai en français. Donc Marc qui s'exprimera en français, mais normalement, mais il aura ses visuels en néerlandais et normalement vous pouvez afficher le sous-titrage en néerlandais normalement. Et je ferai l'effort de parler très distinctement en français pour ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Et voilà, Umberto Eco disait, la langue commune de l'Europe, c'est la traduction. Et donc là, nous allons appliquer cette maxime. Alors, donc bienvenue. Alors, je présente le contexte. Donc, en fait, le réseau européen en train a organisé une série de webinaires sur les RER. Donc, on sait qu'en France, le RER, donc Réseau Express Régional, est une notion avant tout parisienne, Île-de-France, mais il y a des projets désormais dans les grandes villes régionales. Donc il y a une aberration française qui veut que les grandes villes régionales ne soient pas desservies par un système de mass transit, Lille, Marseille, Lyon, etc. Et donc l'an dernier à Roubaix, nous avons consacré une journée d'études un forum public à ce sujet. Et le mois prochain à Grenoble, ça va être clos. Et donc là, aujourd'hui, c'est le dernier de la série. Et nous avons abordé des villes moyennes, euh, Tours, Lille, et nous avons abordé Brême aussi en Allemagne, et aujourd'hui Anvers et justement la jonction Nord-Midi d'Anvers, une occasion ratée pour un RER, puisque, alors Marc développera, mais justement la question c'est, y a-t-il un RER à Anvers? Alors, donc je remercie évidemment l'association Rebo, donc qui est membre du réseau, bon, Marc Brocker bien sûr, et Ah, Luc ja, de maar Smet, die zin, allee, et toute mijn l'équipe. dingen zit ook niet, hè. Alors, juste pour rappeler, alors comme nos éditeurs sont principalement belges, je pense qu'ils savent que depuis 1984, donc il y a le plan ICIR, donc il y a un réseau intégralement cadencé. Donc on parle parfois de RER à l'échelle du pays. Et donc depuis 1984, comme vous le savez, les
comment dirais-je, les paramètres fondamentaux du réseau belge n'ont pas fondamentalement changé. C'est-à-dire, on a un cadencement, comme ici, par exemple, pour aller de l'île Flandre à Veurne, on a une régularité avec une liaison Lille-Courtrai, une correspondance à Courtrai, donc arrivée à 7h45, une correspondance à 7h55 à Courtrai jusqu'à Lichtervelde, et ensuite une nouvelle correspondance à Lichtervelde. Et tout ça se répète toutes les heures. Donc là, j'ai montré 8h à 7h, là c'est 9h, et ça se répète dans les deux sens, puisqu'il y a une symétrie. Donc de la même manière, Veurne, Lichtervelde, Courtrai, Lille. Là, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la Belgique exporte son cadencement vers la France, puisque la France euh, a longtemps et continue de refuser ce principe. Alors, ce cadencement, depuis 2015, il y a eu la seconde partie des années 2010, il y a eu le lancement des trains S, qui sont donc dans les grandes villes du pays, donc Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi et Gand, et donc qui sont des embryons de, de RER, mais en fait qui souvent remplacent d'anciens trains S, comme vous le savez. Alors, la jonction nord-sud, donc là je vais encore parler 2 minutes, et après je laisserai la parole à Marc. Donc la jonction nord-midi d'Anvers, évidemment, c'est inaugurée en 2007. C'est une allusion à la jonction nord-midi de Bruxelles qui, elle, a été inaugurée dans les années 50. Donc permet le passage, comme vous le savez, sous la ville une liaison souterraine qui permet à la gare centrale de ne plus être totalement en terminus. Mais elle a été mise en place essentiellement dans le contexte de l'arrivée de la grande vitesse. Et là, je mentionne la ligne à grande vitesse qui va vers les Pays-Bas, qui a été mise en service 2 ans plus tard. Et donc, c'est un petit peu le paradoxe sur lequel je pense va revenir Marc, c'est-à-dire qu'on a une liaison souterraine qui sert surtout aux trains de grande ligne, donc les Eurocity, enfin Intercity Benelux devenu Eurocity, les Thalys devenu Eurostar, et qui sans doute sert plus aux trains de moyenne longue distance internationaux vers les Pays-Bas que à des liaisons locales de manière spécifique. Et donc c'est un petit peu le paradoxe, c'est que en Belgique, on peut dire, il y a une formule qui dit qu'on a un RER à l'échelle du pays, un petit peu comme en Allemagne, mais il n'y a pas vraiment de RER dans les grandes villes, sauf à Bruxelles où il est en train de se constituer. Mais justement, y en a-t-il un à Anvers? Alors là, je reprends la trame des liaisons S, justement d'Anvers, dont la plupart ont leur terminus à la gare centrale et donc n'utilisent pas la jonction. Et seule la liaison, cette liaison S32 va jusqu'à Roosendaal et utilise la jonction. Donc c'est seulement une ligne. Et donc d'ailleurs, c'est une ligne locale à la fois internationale, puisque elle, elle va vers les Pays-Bas au nord. Voilà cette brève introduction. Et donc je rappelle que le mois prochain à Grenoble se tient le forum public, alors aucun rapport avec la Belgique en l'occurrence, mais sur les chemins de fer de montagne. Mais nous aborderons dans une table ronde, la première table ronde, le sujet justement des RER dans les villes de montagne comme Grenoble ou Chambéry. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai pris 10 minutes, ce que j'avais promis. Je vais arrêter le partage et donc je vais laisser la parole à Marc et qui va pouvoir, moi je vais arrêter le partage de mon image et Marc va pouvoir partager la sienne. Merci Vincent. Donc, c'est moi qui va essayer de prendre, de partager plutôt euh, le PowerPoint. Il faudra toujours chercher un peu, je pense, parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec Zoom. Mais ici, euh, j'espère que ça marche. Ja, we zien het weer. Ja. Ja. Maar misschien nog vergroten. Ja.
Hmm, Dus weergave. Hmm, We moeten er hier kunnen mee beginnen als een dia-presentatie. We hebben hier gewoon wel. Slidemaster zou dat doen. Ehm, Ja. Ja, ik ga anders misschien de PDF nemen, dat gaat ook. Ja. Dat zal moeten gaan, hè. Dus dan gaan we delen en de PDF delen. Dus zien jullie de PDF? Niks. Niks. Oei. Ja, voilà. Het is ook. Nu, ja, Oké, oké. dus dat is een duidelijke beeld, hoop ik. Ja, ja, zeer duidelijk, Mark. Dus, Très clair. euh, Donc, tu y vas, hein? donc je vais commencer mon exposé. Je vais essayer de le faire en français parce que on a fait ce PowerPoint en néerlandais et comme ça tout le monde pourra comprendre notre prise de position parce que finalement c'est un peu une prise de position de la part du Reizigersbond pour montrer comment nous regardons ce grand projet d'Anvers que nous trouvons très important. Nous sommes très partisans de ce projet, mais il y a quand même toujours des questions que nous nous posons en tant que voyageurs, en tant que personnes intéressées dans un système de train performant. Et donc, euh, ce que je voudrais vous raconter, c'est bon, une petite introduction, mais après situer le tunnel pour que tout le monde comprenne très bien où se situe le tunnel, de quel tunnel nous parlons et quel rôle le tunnel peut jouer dans le tissu urbain d'Anvers. Un peu d'histoire quand même, toujours très important pour comprendre de ce que nous parlons. Donc, une brève histoire et nous essayons aussi de regarder ce tunnel comme un grand bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie, ce grand investissement qui a été fait pour créer un missing link, au fait une liaison nouvelle, une nouvelle section dans le réseau du chemin de fer à Anvers. Il y a les possibilités de connexion, la connectivité au fait du réseau qui a été augmentée, qui a été changée sérieusement grâce à ce nouveau tunnel. Et nous regardons aussi la fonction du nœud parce que finalement, la gare de Anvers Central, c'est un nœud dans le système. C'est peut-être pas très respectueux vis-à-vis d'un grand monument, vis-à-vis d'une cathédrale de chemin de fer, mais c'est quand même un nœud dans le réseau, un nœud important, un nœud qui est devenu encore plus important qu'avant. Alors la gare aussi avec son fonctionnement, avec tout ce qui est offert au public, et la gare qui joue aussi un rôle dans le tissu urbain autour. Donc, renouveler une gare, faire fonctionner une gare, ça a aussi des conséquences importantes sur la ville à côté de cette gare, sur les quartiers à côté. Et le, oui, je dirais que la conclusion est un peu le plaidoyer pour avoir un système plus performant
au niveau de la région urbaine d'Anvers parce que ça, je vais encore répéter quelques fois, je pense, pendant mon exposé, qu'Anvers, il y a vraiment un manque de capacité dans les transports publics. Donc, ça, un peu pour avoir un aperçu de ce que je compte raconter. Donc, la petite introduction. Bon, hein, nous avons fait connaissance avec Réseau en train. Nous avons eu déjà quelques discussions intéressantes et notre participation dans une série de webinaires de Réseau en train est aussi une façon de se connaître mieux, d'apprendre à se connaître. Donc, euh, nous considérons un peu cet exposé comme un exposé de discussion. Nous espérons aussi qu'à la fin, les gens pourront intervenir et donner leurs idées, ce que nous avons raconté, éventuellement corriger, éventuellement faire d'autres propositions. Ça nous intéresse beaucoup. Mais donc, le thème, c'est vraiment le rôle que ce nouveau tunnel nord-sud peut jouer à Anvers. Euh, donc, c'est un peu ce que nous comptons dire et qui le fait ben, pour les gens qui ne connaissent pas Reisiggersbond ou l'association des voyageurs en Flandre. Ben, c'est une association qui a été créée en 2008 et ce n'est pas vraiment en 2008 que tout a commencé, donc nous pouvons nous baser sur des activités qui datent du début des années 80. Début des années 80 où, euh, par initiative de la population, je dirais une initiative citoyenne, que nous avons vu des gens qui commençaient à plaider pour un meilleur transport public. Surtout que ben, dans les années 60, des années qui étaient très concentrées sur le développement du véhicule privé, que c'était vraiment nécessaire de plaider pour un meilleur transport public, pour empêcher que ce système disparaisse. Parce qu'on a vu disparaître beaucoup de parties de notre système de transport public. Pensons aux tramways vicinaux qui ont disparu et qui représentaient quand même un réseau très performant et bien dispersé sur tout le pays. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Donc, nous sommes une association, une petite association qui plaide pour de meilleurs transports publics, qui essaie aussi de regarder les problèmes d'un point de vue de voyageur et pour pouvoir bien plaider ce que le voyageur veut et pas uniquement ce que le monde politique ou ce que les opérateurs veulent. L'accessibilité, ce n'est qu'un chapitre dans nos activités, mais l'accessibilité, c'est vraiment un point d'attention auquel nous tenons bien. Un transport public, c'est vraiment destiné à tout le monde dans la société. Et de ce point de vue, il faut vraiment que tout soit bien accessible. Ce n'est pas uniquement une accessible physique, c'est aussi une accessibilité euh, financière, une accessibilité au niveau de l'information, etc. Mais donc l'accessibilité est une caractéristique ou une série de caractéristiques est très important pour pouvoir faire fonctionner un service public. Maintenant, nous arrivons au tunnel. Vincent l'a montré déjà un peu. Nous regardons ici la ville d'Anvers, le centre d'Anvers. La ville historique, c'est vraiment la demi-lune ici qui se trouve à côté de l'Escaut et la ville médiévale était même plus petite, mais donc dans les années 1500, disons, la ville s'est agrandie comme cela s'est passé dans beaucoup de nos anciennes villes. Et au moment où les chemins de fer ont été créés, on a établi une gare, une petite gare juste à l'extérieur des enceintes médiévales. Et c'était plus ou moins
la situation d'Anvers central, donc juste à l'extérieur des enceintes. Mais je vais tantôt raconter un peu plus en détail l'histoire, mais on voit ici que la ligne de chemin de fer allait jusqu'ici au centre, un endroit très intéressant parce que c'est ici que commencent les fonctions centrales d'Anvers, les magasins, les restaurants, tout ce qui est agréable, tout ce qui attire les gens vers un centre-ville, on le trouve tout de suite en sortant de la gare centrale. Donc, très important. Mais problème que c'était une station terminus, le train ne pouvait plus continuer. Donc, il y avait le système de retour jusqu'à la gare de Berchem pour après pouvoir contourner la ville et continuer vers le nord. Le tunnel qui a été créé, il se trouve ici. Donc, c'est vraiment un tunnel, si je ne me trompe pas, c'est un petit kilomètre et demi qui a été créé, qui a été creusé en dessous d'une ville existante parce que euh, plus question de construire une ligne de chemin de fer dans un champ ouvert à l'extérieur des remparts. C'est vraiment le tissu très dense de la ville actuelle. Donc, c'est un travail euh, de construction très important, très difficile, très complexe. Ça montre un peu ce qui s'est passé en matière de tunnel pour le train. Évidemment, on voit ici un tunnel, c'est le tunnel du tram, donc du pré-métro. On revient à ce sujet tantôt. Ça montre encore un peu de façon plus simple le réseau urbain dans la région d'Anvers. Il y a le train qui arrive de la Flandre orientale. N'oublions pas que jusqu'au début des années 70, c'était fini. Ici, le train arrivait euh, sur la rive gauche et euh, il ne pouvait plus continuer parce qu'il y avait quand même l'ESCO qui était une barrière très importante, qui est toujours une barrière importante dans l'espace Anvers et autour d'Anvers. Mais on voit quand même les autres lignes qui arrivent du sud, qui arrivent aussi de l'est et qui continuent vers le nord. Donc, quelques mots sur le tunnel d'Anvers. Et ça, j'ai mentionné aussi parce que je trouvais intéressant, c'est le modal split du transport de marchandises vers et du port d'Anvers. Donc, on voit que en train, c'était 7%. On espère d'arriver à 15%, mais ça reste quand même très limité, beaucoup trop limité. Donc, il faudrait arriver à un model split qui donne beaucoup plus d'importance au chemin de fer que c'est le cas aujourd'hui. Mais donc, un premier tunnel important, très important, le Kennedy Tunnel, c'est un tunnel d'autoroute, mais en même temps aussi un tunnel de chemin de fer qui est ouvert donc depuis les années 70. Et il y a le Liefkenshoektunnel, donc Kennedy Sport Tunnel, c'est au sud d'Anvers et le Liefkenshoektunnel, c'est au nord. Au nord, il y a aussi un tunnel, une liaison entre la rive droite et la rive gauche, parce qu'il faut savoir que initialement, le port d'Anvers s'est développé sur la rive droite de l'Escaut, mais après des années, il s'est développé aussi sur la rive gauche. C'est un peu la Waaslandhaven, le port du Waasland, euh, qu'on peut l'appeler. Là aussi, il y a une liaison de chemin de fer. Euh, et il faut dire aussi quelques mots sur le Oosterweel-tunnel qui n'existe pas et qui n'existera pas. Mais donc, le, le Oosterweel, c'est
uniquement une liaison en tunnel pour l'autoroute, mais on n'a pas prévu de tunnel pour les chemins de fer à cet endroit-là. Et il y a donc le tunnel central nord-sud qui a été mis en fonction donc à partir de mars-décembre 2007. Donc c'est assez récent finalement. On a un peu une vue ici, une cartographie qui est peut-être un peu plus claire. Ici, le tunnel Kennedy, donc au sud de la ville. Et vraiment au nord, on a le Liefkeshoek Tunnel qui crée surtout un lien entre les chemins de fer du port sur la rive droite et les chemins de fer du port sur la rive gauche. Donc c'est surtout une question de transport de marchandises. Et notre fameux tunnel central, il se trouve ici au centre-ville. Un peu une autre image qui est peut-être plus claire ou qui peut donner d'autres accents. Donc, notre tunnel Kennedy. Ici, nos liaisons de Liefkeshoek. Et quand j'ai dit tantôt qu'il y a aussi un grand projet en cours de Oosterweel, c'est ici, mais ce sera une liaison uniquement autoroute. Donc, pour créer une autoroute à Ringo faite autour d'Anvers. On peut dire aussi que ceci est un ring, mais c'est un ring beaucoup plus grand. Mais ici, on n'a pas prévu donc de liaison de chemin de fer. Alors, on peut survoler un peu l'histoire brièvement de la ville, de la gare de la ville d'Anvers. Donc, en 1835, on a créé la première ligne de chemin de fer et en 1936, elle a été prolongée jusqu'à Anvers. On appelait Borgerhout bij Antwerpen. De nos jours, c'est un faubourg d'Anvers, Borgerhout. À ce moment, apparemment, c'était un village à l'extérieur des remparts. Et donc, c'était la gare juste à l'extérieur des remparts. euh, pour lier, pour donner accès à la ville d'Anvers. En 1953, on a créé une nouvelle gare, la gare de l'Est, Ooststasi. Mais à ce moment, il y avait déjà une voie qui continuait vers le nord, mais dans une région qu'on doit s'imaginer comme pas très, pas bâtie ou peu bâtie. Et donc, c'est intéressant de retenir qu'à ce moment, il y avait le chemin de fer qui continuait vers le nord. Mais en 1873, on a créé le chemin de fer, le ring de l'Est, le contournement de l'Est, et la gare centrale est devenue une gare terminus. Mais tout ne suffisait pas pour le développement de la ville, qui était quand même important. Et ça fait qu'en 1905, on a ouvert une toute nouvelle gare, vraiment un monument, une cathédrale de chemin de fer. Et on avait pensé à mettre les rails euh, sur des rails surélevés, sur un viaduc, nous pouvons dire. C'est plutôt une digue, c'était rempli de terre. Donc, ça empêchait d'avoir des passages à niveau. Comme ça, on pouvait créer quelques tunnels. Par ces tunnels, euh, les quartiers des deux côtés de chemin de fer étaient liés. Et on voit ici une façade, la gare a deux façades. C'est la façade orientée vers le centre-ville. Il y en a une ici à côté qui a une plus grande place, Astridplein devant elle. Mais donc, c'est chaque fois une façade monumentale.
Ah oui, c'était donc la digue se trouvait sur 5 mètres au-dessus du niveau de la rue, ce qui veut dire quand même que on n'était plus dérangé par les rails qui venaient jusqu'au centre. Toujours, il faut penser que ce sont des rails qui venaient de Berchem du sud, donc jusqu'au centre. Vers le nord, il n'y avait plus de liaison. Alors, il y a eu l'électrification de la ligne Anvers-Bruxelles-Charleroi qui a nécessité des rehaussements des quais. Donc, ça uniquement pour dire que dans le courant des années, on a dû modifier certaines choses à cette gare, ce qui est normal. Une gare vit, donc il faut régulièrement l'adapter aux besoins du moment même. Pendant la Deuxième Guerre, ou plutôt à la fin, la gare a été endommagée par des bombardements. Et à ce moment-là, bon, elle était réparée, mais euh, on a fait ça de façon plus simplifiée. Donc, on a laissé tomber quelques ornements. Et comme ça, on arrive tout doucement dans les années 60 où le planning urbain était complètement concentré sur le développement de la voiture. Et on commençait à trouver que cette gare, c'était quand même quelque chose de grand. Ça ne se trouvait pas à l'endroit idéal. Ça gênait pour créer des grands boulevards, pour créer de la place pour la voiture, disons. Et il y avait même des idées qui osaient proposer de démolir cette gare. C'est un peu incroyable qu'on ose proposer de démolir une cathédrale de chemin de fer comme ça, mais apparemment, on n'était plus trop enthousiaste de l'existence de cette gare. Alors, il y a en 71 le Kennedy Tunnel qui est ouvert pour le chemin de fer. Et ça veut dire aussi que à partir de ce moment, les trains venant de Gand, de Bruges, de Courtrai, de Lille, tous ces trains pouvaient maintenant arriver jusqu'à la gare centrale. Ça veut dire pas mal de trains supplémentaires, problème de capacité. En 75, la gare et son viaduc ont été protégés, ont été classés comme monuments. Ça veut dire aussi que dans le contexte, il y avait toujours ce danger de faire disparaître ce bâtiment. Et en 1985, la gare était assez négligée. Il fallait la restaurer, mais les autorités concernées n'étaient pas d'accord sur qui devait payer les frais de restauration. Donc, il y avait un danger réel de fermer cette gare. À ce moment, il y a à la base des initiatives citoyennes comme le Werkgroepverkeer Antwerpen qui ont commencé à plaider pour le maintien de la gare qui ont essayé d'expliquer aux politiciens que cette gare jouait un rôle important et qu'il ne pouvait pas être question de la faire disparaître. Finalement, ça a marché. On a commencé à créer un nouveau projet pour que la gare puisse continuer à exister. Mais ce qui fait un peu de mal aux voyageurs, je pense, c'est qu'une des raisons principales était qu'il fallait créer une ligne à grande vitesse, la ligne à grande vitesse de Bruxelles par Anvers vers Amsterdam. C'est très bien qu'on crée une ligne à grande vitesse, mais que cela est la raison pour maintenir la gare, bon, c'est une raison, mais apparemment, les trains locaux n'étaient pas suffisamment importants pour peser suffisamment lourd pour garder la gare. Mais bon, la gare a été gardée, elle a été retravaillée, refaite complètement et on a créé des tunnels, euh, un tunnel en dessous d'une gare existante. Il y a
trois niveaux qui ont été créés, là où avant il n'y avait qu'un seul niveau avec des quais. Mais donc c'était un travail complexe et je pense que les chemins de fer sont à juste titre très fiers sur ce qu'ils ont réalisé là. Ça veut dire que cette gare est devenue, euh, n'est plus une gare terminus, mais est devenue une gare où les trains peuvent passer du sud au nord et vice-versa. Et pour peut-être bien comprendre ces travaux, on peut le partager en trois grandes parties. La première partie, la partie au sud, c'est entre la gare de Berchem et la gare centrale. Là, il y avait cette berme de chemin de fer, cette digue, et cette digue a été retravaillée complètement. On a creusé un tunnel en dessous et la berme en elle-même existe aussi toujours. Donc, il y a deux niveaux de train. Ceux qui vont en souterrain, ceux qui continuent à rouler en surface. Alors, on arrive dans la gare même qui a été aussi retravaillée d'une façon importante. Au niveau plus un, donc c'est le niveau traditionnel, on a gardé euh, six voies, mais vraiment des voies terminaux, des voies qui terminent qui, euh, comme avant. Au niveau moins un, c'est un niveau souterrain qui a été créé avec quatre voies, mais aussi des voies qui ne continuent pas plus loin, donc qui terminent là. Et ce n'est qu'au niveau moins 2 qu'on a créé donc la liaison avec le tunnel vers le nord. Là, il y a deux voies qui continuent, deux voies ou quatre voies parce que il y a au fait quatre quais, quatre voies au quai, mais le tunnel même vers le nord n'a que deux parties, donc n'accepte que deux voies. Et cette partie nord, donc c'est 1,2 km. Sa construction a été énormément complexe dans le sens qu'on a dû le creuser en dessous de quartiers urbains densément peuplés, densément bâtis. Et évidemment, là où le tunnel a été créé en dessous du monument historique, c'était aussi quelque chose de très délicat. Pourquoi délicat? Parce que on a dû vraiment limiter les vibrations. Euh, Tout le temps, on a dû surveiller la stabilité des travaux qu'on faisait et il y avait aussi le bruit. Le tunnel a été équipé de sécurité contre les incendies, ce qui est logique aussi des systèmes d'évacuation et il y a même des liaisons entre les deux tunnels, mais qui sont destinés uniquement aux pompiers, hein, donc ce n'est pas pour les utiliser quotidiennement. Et tout ensemble, ça a coûté donc presque 800 millions d'euros et on peut dire que la moitié a été utilisée pour la rénovation de la gare même, donc de l'immeuble de la gare. Euh, Ici, j'ai essayé de synthétiser un peu les réflexions de notre association sur ces grands travaux. Nous trouvons en effet que c'est un investissement énorme, mais qui a rapporté beaucoup de bénéfices pour le réseau dans une grande région et pour le réseau local. Donc, intéressant, mais un investissement utile. La gare terminus est devenue une gare de passage. Ici, je l'ai déjà dit que on trouvait un peu dommage que c'était surtout la ligne à grande vitesse qui a stimulé les autorités de faire un tel investissement, là où les trains intercités et les trains S sont quand même très importants dans la vie quotidienne des gens qui habitent
qui travaillent, qui visitent la ville d'Anvers. Euh, les trains S, vous pouvez dire, oui, mais vous n'en avez pas vraiment. Non, mais on a toujours eu des trains omnibus. Ça sonne peut-être un peu vieux, mais au fait, c'était aussi des trains qui faisaient le rôle d'un train S ou d'un RER, donc des trains qui s'arrêtent partout et qui roulaient avec une fréquence d'une fois par heure, au maximum 2 fois par heure. Euh, Si on veut être un peu critique, on peut toujours se demander si avec ces 800 millions d'euros, on n'a pas pu faire autre chose, hein. Mais ça, faut toujours rester un peu critique, mais finalement, je pense que dans notre association, on est convaincu que c'était un bon investissement. Alors, il faut aussi l'entretien de cette infrastructure parce que on aime parfois bien de créer des grandes infrastructures très coûteuses, mais après, quand elles sont là, il faut en continu les entretenir. Et là, hein, nous n'avons pas des doutes sur l'entretien en matière de construction et de sécurité, mais les gares en général, là, on se pose parfois des questions, on n'est pas très enthousiaste de la façon dont nos chemins de fer entretiennent les gares. Donc, nous espérons que la gare, la cathédrale des chemins de fer sera quand même bien entretenue dans le futur aussi. Et c'est ici qu'on pose un peu la question, mais qui finalement gère l'infrastructure? Il y a Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure, qui gère le tunnel, qui gère les rails, mais c'est l'opérateur SNCB qui fait l'entretien aussi des bâtiments des gares. Et là, on se pose des questions, on se demande si c'est vraiment euh, le, le- le meilleur institut ou le meilleur organe pour être le responsable de l'entretien des bâtiments de gare. Alors, le tunnel, il a augmenté énormément la connectivité du réseau. Donc, c'est logique. Si on a beaucoup de sections entre les nœuds, on a beaucoup plus de possibilités de créer des nouveaux services de train. Et là, on compte un peu sur les plans de long terme qui sont développés dans le sein des chemins de fer, donc au niveau du ministère fédéral de la mobilité, et aussi les plans de long terme qui sont développés au niveau de la ville d'Anvers, de la région urbaine et aussi du Vervoerregio, parce que c'est aussi un aspect de notre organisation assez nouveau que de nos jours en Flandre, on essaye de gérer les transports publics dans des groupes de communes, dans des arrondissements, on pourrait dire, parce que uniquement travailler sur des communes ou quelques communes, les anciennes agglomérations, ça ne suffit plus pour avoir un réseau cohérent et des services qui sont suffisamment dispersés dans la région. De nouveau ici, qu'est-ce qu'en pense le voyageur? Ben, donc, c'est une construction de missing link intéressante, mais donc surtout en fonction de la ligne à grande vitesse. Est-ce qu'on a suffisamment pensé au développement d'un futur réseau de trains S? On se le demande, parce qu'on a vraiment besoin de ce réseau S comme dorsale dans le système de transport public d'Anvers. Je dirais que tout le monde qui visite le centre d'Anvers va tout de suite voir que le système de transport urbain n'a pas suffisamment de capacité, que la demande est plus grande que l'offre en général. Donc, il faut vraiment faire quelque chose
il faut augmenter la capacité des transports publics. Dans la région urbaine d'Anvers, et là, le train S, il a vraiment un rôle important à jouer. Donc, l'infrastructure, elle est là, mais elle doit aussi être utilisée le mieux que possible en fonction aussi de plusieurs besoins, pas uniquement de besoins de grande vitesse, mais aussi de besoins de trains locaux qui sont d'un point de vue de l'utilisateur local, qui sont vraiment des trains rapides, hein, un train S, même s'il ne roule pas très vite, même s'il s'arrête régulièrement. Pour l'utilisateur local, c'est vraiment un transport rapide. Et pensons aussi qu'avec ces trains, on peut traverser un centre-ville, mais traverser un centre-ville en voiture, ça prend beaucoup de temps, ça gêne beaucoup la convivialité en ville. Donc, raison de plus pour mettre les gens dans le train, les gens qui veulent faire un déplacement à travers le centre-ville, ils ont intérêt à utiliser les trains. Mais il faut offrir évidemment les services nécessaires. Et finalement, peut-être un peu la question la plus embêtante, c'est qu'on se demande si on n'a pas été un peu trop minimaliste en créant deux tunnels. Ce que je lis là-dessus, bon, on dit que c'est déjà très cher, c'était très difficile de creuser deux tunnels en dessous de- d'un paysage qui est plein de maisons, plein d'infrastructures, donc ce n'est pas si simple. Mais deux tunnels, quand on voit que dans d'autres villes, les liaisons ferroviaires en dessous du centre-ville sont en général euh, plus grande. À Bruxelles, il y a 6 voies et on se plaint que ça ne suffit pas. Euh, à München, on, on part parfois avec Bruxelles pour ce système, 4 voies qui seront aussi augmentées. Donc, c'est vraiment un choix minimaliste. Et ici, on craint aussi qu'on a regardé les besoins du train à grande vitesse et qu'on a dit ça suffit ces 2 voies, donc on va en rester là. Et après, quand on demandera plus de services de train S, on va nous dire oui, mais ça ne va pas, la capacité n'y est pas. Donc, le tunnel, il a créé un nœud très fort. Euh, la capacité a été doublée. Il paraît que c'était un peu l'objectif qu'on s'était posé et bon, ça a été réalisé. Les trains peuvent traverser la gare, peuvent parcourir le réseau vers le nord. Ce n'est plus besoin de s'arrêter, de considérer la gare comme un terminus. Ça veut dire que le machiniste ne doit plus descendre pour aller de l'autre côté du train pour faire marche arrière. Et on a aussi besoin de la gare, des rails pendant une période plus brève. Donc, c'est vraiment une capacité qui augmente, une efficacité et qui augmente, qui est augmentée. Euh, donc, rouler à travers le centre-ville, je viens de le dire, c'est très important. C'est une augmentation de confort pour les voyageurs et aussi pour la convivialité, pour l'atmosphère euh, dans le centre-ville. On parle beaucoup de ce tunnel et de la perméabilité, de la connectivité qu'il offre, mais finalement, ce ne sont que 2 voies et il y a les 10 autres voies qui restent des voies qui terminent en vers central. Donc, oui, ça, ça relativise un peu le succès. Euh,
Il y a par exemple les trains qui arrivent en Anvers en provenance du sud, en provenance de Gand, de Bruxelles. Au moment où ils ont beaucoup de retard, ça se passe régulièrement que ces trains s'arrêtent à la gare de Berchem, qu'ils ne circulent plus jusqu'à la gare centrale et ils font demi-tour à Berchem pour leur prochain trajet. Mais ça veut dire que les voyageurs qui se trouvent à la gare centrale en pensant de pouvoir prendre ce train ou d'avoir leur correspondance là, ratent leur train. Évidemment, il y a d'autres trains et on l'annonce parfois qu'il y a d'autres trains qu'on peut prendre pour arriver à la gare de Berchem, mais ça ne marche pas toujours très bien. Donc, là, nous trouvons, il faut quand même prendre ce nœud central au sérieux et essayer d'éviter ce genre de situation où la gare centrale n'est plus desservie. Quand on regarde un peu le nombre de trains S, parce que bon, le tunnel, il existe déjà depuis 2007, c'est pas mal d'années qu'il fonctionne. Le nombre de trains S qu'il utilise de nos jours, c'est pas énorme. Il y a finalement ce S32, c'est le train d'Anvers à Roosendaal, qui circule 2 fois par heure. Mais à part ça, il y a le train S35 qui va vers Noorderkempe. Évidemment, là, il y a les trains internationaux aussi qui s'arrêtent à Noorderkempe. Mais en tant que train S, bah, c'est un train 1 fois par heure et c'est tout. Donc là, on peut se demander si on ne peut pas créer plus de trains S en utilisant ce tunnel nord-sud. Et un peu dans la marche peut-être, mais si on se pose des questions sur la connectivité du réseau dans le sens ouest-est, là on doit dire que il n'y a rien de spécial. Les trains doivent euh, arriver à la gare de Berchem ou à la gare centrale et faire demi-tour pour reculer dans l'autre sens. Donc là, la connectivité n'a pas été améliorée dans le contexte de tous les travaux et de tous les investissements qui ont été faits. Cette carte ici montre le réseau rapide, disons, d'Anvers. Ça veut dire les trains et les trams. Et on voit qu'il n'y a pas que énormément de lignes de train S, donc il y a des parties urbaines où peut-être il y a encore des possibilités pour faire quelque chose. La gare elle-même, elle est extrêmement belle et avec tous les changements qui ont été faits, les voyageurs sont un peu orientés vers d'autres parties de la gare, là où, dans le temps, tout le monde entrait dans le grand hall. Et dans le grand hall, il y avait les guichets. Les gens étaient obligés d'aller chercher leur ticket au guichet dans le grand hall, des guichets qui sont en eux-mêmes aussi déjà très beaux. Ils se trouvent ici en face où il se trouvait là en face. Parce qu'à un moment, les chemins de fer ont décidé que les guichets n'étaient quand même plus très importants. On les a déménagés dans un coin. On fait ça pas uniquement à la gare centrale, on fait ça dans d'autres gares aussi. On préfère que les voyageurs achètent leurs tickets sur leur ordinateur ou leur smartphone. Mais bon, ça veut dire que l'endroit où le voyageur a contact avec l'opérateur, euh, que cet endroit est un peu caché de nos jours. Il n'a pas encore complètement disparu et dans les grandes gares, il continue à exister, mais quand même, il y a un problème. Nous trouvons en tout cas qu'il y a un problème, mais c'est un peu un chapitre séparé. Et dans la mobilité urbaine, parce que le chemin de fer, ça peut être le réseau principal en hiérarchie au plus haut niveau, mais quand même, il y a le réseau de tram qui fonctionne à Anvers aussi
euh, en partie en prémétro, donc en souterrain. Et il y a les bus urbains qu'il ne faut pas oublier, surtout pas oublier les bus régionaux. Et alors, il y a de nos jours aussi des bus commerciaux. Et quand on regarde un peu la qualité du nœud d'Anvers central dans ce système local, on trouve aussi que ce n'est pas l'idéal. Il y a deux stations pré-métro, une station Diamant d'un côté de la gare et une station Astrid de l'autre côté. Dommage, on ne peut pas changer ça, mais deux stations métro, c'est toujours mieux d'avoir une station métro qui est très, très facile à retrouver par des gens qui arrivent dans la gare et qui ne connaissent pas très bien la ville. Ici, il faut déjà savoir vers où on veut voyager pour savoir si on doit aller à la gare Diamant ou à la gare Astrid. Alors, il y a trois arrêts de tram en surface. C'est aussi peut-être un peu trop. Et on nous signale aussi que, par exemple, la ligne 12, elle laisse descendre ses voyageurs assez loin de la gare. Donc, hein, les gens qui doivent continuer leur voyage en train doivent encore parcourir toute la place Astrid. Ben, ça ne devrait pas être nécessaire. La gare des bus régionaux se trouve sur la place Roosevelt. Ça aussi, ça demande une certaine marche. Et ce qui gêne peut-être encore le plus aux gens qui ne connaissent pas bien la ville, c'est qu'on ne voit pas cette place. Donc, il faut vraiment savoir qu'elle existe et il faut marcher peut-être 10 minutes vers cette place. C'est aussi là que les bus commerciaux, Flixbus et ce genre qui s'arrêtent là-bas. On va vers la fin, mais il faut quand même mentionner donc que ces grands travaux d'infrastructure ont aussi des conséquences pour le tissu urbain autour. Et dans le nord, le tunnel, que vous ne voyez pas, mais vous devez savoir qu'il se trouve là, il réapparaît donc un peu plus vers le nord, mais ça a été une belle occasion pour réaménager le Damplein. Donc, c'est une affaire urbaine, mais c'est quand même la ville qui en profite ou qui trouve une bonne occasion pour embellir les rues et les places aux endroits où on fait ces grands travaux d'infrastructure. Ici, c'est un peu une synthèse de plaidoyer pour un meilleur système de train S. Donc, il faut utiliser l'infrastructure que nous avons. Et nous avons encore trop souvent le sentiment qu'on ne l'utilise pas jusqu'au bout, qu'on est surtout intéressé dans le fait que les trains à grande vitesse peuvent passer et les trains S, il n'y a pas beaucoup qui avancent réellement. Il faut donc vraiment de l'inspiration pour créer des services de train S. Il faut penser aux fréquences plus élevées. Même dans le contrat de gestion, on parle de 4 trains par heure. Maintenant, on est très loin de ces 4 trains par heure. Il faut aussi profiter du fait que maintenant, on peut traverser le centre-ville. Donc, on peut créer des trajets de train qui traversent le centre-ville et je l'ai déjà mentionné quelques fois. C'est très intéressant aussi bien pour le voyageur que pour le climat de vie dans le centre-ville même. Donc, utiliser la capacité, il y en a qui disent oui, mais hein, la capacité elle est limitée, on ne peut pas donner plus. Il y en a d'autres qui nous disent, mais non, c'est pas vraiment vrai. Il y a encore des possibilités pour créer des nouveaux trajets de train. C'est difficile pour un voyageur ou pour un groupement de voyageurs de savoir ce qui est réellement vrai. On n'est pas on ne travaille pas au sein de la société de chemin de fer. Et il faut aussi
soutenir le nœud. Ce nœud, c'est tellement important dans un tissu urbain. C'est l'endroit où même les gens du quartier peuvent aller faire des emplettes. Ils peuvent aller acheter des choses parce qu'il y a des supermarchés qui sont parfois ouverts dans des heures qu'on ne trouve pas en ville. Donc, ça peut être très intéressant, pas uniquement pour les voyageurs même, mais pour les gens du quartier aussi. Et donc, éviter des trains qui font demi-tour dans d'autres gares en ne desservant pas la gare centrale. C'est un peu dommage. Ici, il y a quelques exemples que j'ai encore voulu sortir. C'est le comité consultatif des voyageurs auprès des chemins de fer. C'est un avis de 2013 où on dit oui, mais on voit qu'il y a quelques trains qui disparaissent sur la ligne S35, donc où il y a un cadence horaire, mais il y a deux trains qui disparaissent et même le dernier train qui disparaît aussi. Mais bon, si on regarde l'horaire d'aujourd'hui, alors on voit que les chemins de fer ont tenu compte de cet avis et maintenant il y a un dernier train à la gare centrale qui part à 21h45. C'est grâce au fait que c'est un train Eurocity vers Rotterdam et on peut quand même continuer à se poser la question si 21h45, si ce n'est pas très tôt pour une liaison qui normalement devrait être desservie par un train S. En plus, c'est une gare qui a un grand parking qui dessert sûrement un grand territoire. Alors, il y a aussi de nouveau l'initiative citoyenne, que c'est évident que nous trouvons ça très important, que les citoyens se font entendre. Et ici, il y a la Modal Shift Coalitie voor de regio Antwerpen, qui travaille donc sur la matière transport public du vervoerregio d'Anvers. Mais là, on demande quand même les 4 trains urbains par heure pendant la journée et le soir 2 trains par heure. Donc les trains S qui devraient être améliorés en fréquence. Ici aussi, clairement, la demande de mieux utiliser l'infrastructure existante. Il y a toujours les possibilités du ring Est. Il faut aussi l'utiliser. C'est aussi un chemin de fer qui existe, des voies qui existent et il y a du tissu urbain autour. Donc, ce n'est pas que ces voies parcourent les champs, loin de là. Il faut aussi penser au port où il y a énormément de gens qui travaillent. Si je me rappelle bien, ce que j'ai lu, c'est 60 000 vraiment jobs dans le port. Et ces gens doivent aussi arriver à leur job. C'est souvent des jobs qui n'ont pas un temps fixe pour commencer et terminer, mais les transports publics jouent un rôle très limité dans le port. Donc ça aussi, il faut essayer d'améliorer. On a déjà travaillé là-dessus dans le sens que maintenant, il y a de waterbus. Donc il y a sur l'Escaut un bus, un bateau évidemment, mais qui fait fonction de bus et qui dessert les deux rives. Comme ça, il joue aussi le rôle d'un bac. Donc, c'est sûrement une amélioration, mais donc, on n'y est pas encore si on veut stimuler les gens de moins utiliser la voiture et de plus utiliser les transports publics. Je vais tout doucement terminer. Ici, il y a encore euh, le plan complet de la ville. Il faut quand même dire que le réseau de tramway à Anvers est encore assez dense, donc ce n'est pas tous des problèmes.
mais il faut surtout penser aux capacités. Et ici, on arrive à la fin et au moment où nous pouvons discuter, j'espère. Ceci est encore une belle photo qui montre les travaux grandioses qui ont été faits. C'est l'ancien niveau plus un. Ici, on est sur un niveau où on trouve des magasins, donc c'est le niveau où les voyageurs peuvent circuler. Ici, on voit le niveau -1, 4 voies, et dans la profondeur, il y a le niveau -2. Et tout a été ouvert pour que la lumière puisse même arriver jusqu'au fond, au niveau -2. Ici, c'est moins grandiose, c'est Anvers Sud, Antwerpen Zuid. On s'est donné la peine de mettre un escalator, mais quand même, ça ne fonctionne pas. Donc, on trouve pas mal de gares où un jour, on a fait certains investissements et après, on les a abandonnés. Mais bon, on espère que ça pourra s'améliorer dans le futur. Et donc, comme ça, je termine ici un peu de référence URL, mais ça, vous pouvez retrouver sur le PowerPoint. Donc, il ne me reste que vous remercier pour votre attention et j'attends un peu, je suis un peu curieux pour entendre vos réactions et vos questions. Bien, merci pour cet exposé. Alors, peut-être pour lancer la discussion, tu en as parlé. Qu'est- Qu'est-ce que l'ancienne ligne de ceinture à l'est, Antwerpen-Oost a fermé, mais qu'est-ce qu'elle est devenue en fait? Est-ce qu'il y a encore des trains qui passent, des trains de voyageurs sur la ligne de ceinture où passaient avant les trains qui allaient vers les Pays-Bas? Mais de nos jours, je pense que les trains qui sont considérés comme importants prennent le tunnel central. Donc, cette voie de contournement, elle est très utile pour le transport de marchandises, mais peut-être qu'elle est sous-utilisée d'un point de vue de transport voyageurs. Évidemment, au moment où il y a des problèmes, on peut toujours les utiliser pour faire des déviations temporaires, mais je pense que les participants d'Anvers ont peut-être d'autres idées là-dessus. Mais il y a, en tout cas, il y a de la capacité. Est-ce que je peux me permettre une prise de parole? Oui, Je m'appelle Louis présentez-vous. Maillard, je suis un ancien fonctionnaire fédéral qui a été notamment en charge du monde ferroviaire et je suis toujours en activité dans diverses associations et je pense que certains participants doivent me connaître. Je remercie pour l'exposé extrêmement fin de notre orateur de ce soir avec des éléments très objectifs. Je pense qu'on est devant la même situation pour toutes les grandes agglomérations en Belgique. Nous avons deux mondes d'opérateurs. Il y a le monde de la SNCB et d'Infrabel, et d'autre part, il y a le monde des sociétés urbaines de transport. Bon, on peut parler de Miva, de Lane, etc., mais je pense qu'on se comprend. Et ces deux mondes continuent à vivre séparément. C'est ça le vrai problème. Parce que si on veut un réseau express régional, il faut intégrer les offres structurantes à la fois de la SNCB et les offres de l'intérieur d'Anvers. Ça, c'est la première chose.
Mais la deuxième chose qu'il faudrait définir, c'est quel est le territoire que l'on veut servir par cette offre structurante. Quand je pense à Saint-Nicolas d'un côté, Sint-Niklaas d'un côté, Lire de l'autre, voire Turnhout, etc., il faudrait savoir quels sont les pôles urbains qui s'intègrent avec Anvers. Parce qu'à ce moment-là, on saura peut-être mieux interpeller la SNCB pour lui demander des relations transversales, je dis bien transversales, qui donnent à un large public l'accès à Anvers. Mais bien sûr, reste le problème, quand je quitte le train, est-ce que j'arrive facilement à utiliser l'offre structurante de Delane? Les trams, évidemment, sont les éléments importants, mais dans d'autres agglomérations, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les lignes de bus express ou quelque chose qui ressemble à ça, qui sont eux-mêmes une offre structurante de transport public, mais sur route. Enfin, une troisième considération qui est très importante, mais elle ne sera possible que si on répond aux deux premières, c'est en fait l'intégration tarifaire. L'intégration tarifaire et biétique. Aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Il existe certains titres de transport pour le centre-ville, mais il n'existe pas une offre intégrée où les opérateurs se mettent ensemble pour avoir une seule grille tarifaire. Et pour avoir été en charge de la négociation à Bruxelles, j'ai travaillé 3 ans à l'époque sur la convention RER à Bruxelles, le point qui n'a toujours pas abouti, c'est l'intégration tarifaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille sur la recette entre les opérateurs. La SNCB estimant, dans la plupart des situations, que c'est elle qui a la plus grosse offre, la plus grosse recette et aussi les plus gros frais. Bon, mais je pense quand on voit les formules en France d'intégration tarifaire, je pense à Paris tout simplement, en fait, il y a un accord entre la RATP et la SNCF, grosso modo, ou Île-de-France évidemment, sur une grille tarifaire, mais il y a périodiquement une évaluation, une réévaluation de la consommation de transport qui permet de répartir le plus équitablement possible la recette entre les opérateurs. En Belgique, on n'est toujours pas parvenu à trouver cet accord, que ce soit pour Anvers, que ce soit pour Liège, pour Charleroi, pour Bruxelles, pour Gand, pour citer les grandes agglomérations du pays. Et ça, c'est quelque chose qui doit être résolu. On a la possibilité de faire du transfert modal d'automobilistes, je suis aussi un automobiliste, que si on a la confiance de pouvoir laisser sa voiture, peu importe un arrêt de tram ou un arrêt de train, de faire tout son parcours et de revenir à son point de départ sans grande difficulté et si possible avec un titre de transport intégré. Alors, se rajoute pour Anvers, mais ça c'est une problématique qui est particulière au fait que Anvers est un grand port, et je me suis aussi fort occupé, je m'occupe encore d'ailleurs de réseaux transeuropéens au niveau marchandises, il y a les besoins du port. Et on a satisfait les besoins ferroviaires du port avec une boucle. Malheureusement pour le voyageur, comme notre orateur l'a dit tantôt, Osterweel ne prévoit pas, malheureusement, un étage pour y mettre le chemin de fer. C'était une belle occasion. Avec une offre circulaire
ça permettait d'avoir des trains venant de tous les côtés qui pouvaient desservir quasi le centre d'Anvers, sans être condamnés à trouver une place dans les voies, les 4 voies, les 6 voies ou 8, je ne sais plus, qui sont en impasse à la gare centrale. Je pense que ça doit être je dirais, le défi prochain, c'est d'obtenir une ligne circulaire ferroviaire qui permette, comme l'autoroute, hein, pourquoi l'autoroute le permettra, et que le chemin de fer, qui n'est quand même pas un grand consommateur d'espace dans une infrastructure, ne fût-ce que 2 voies, comment ça n'a pas été possible dans ce cas-ci. Voilà, je m'arrête, mais je suis à la disposition de nos amis anversois parce que je suis régulièrement un peu partout sur le réseau belge et je connais particulièrement bien aussi bien les besoins voyageurs que les besoins marchandises parce qu'il faut aussi garantir le développement du port d'Anvers, parce qu'avec Hambourg, ce sont les 2 ports au niveau européen qui sont les plus développés en offre ferroviaire pour le transfert modal. Merci de votre attention. Si je n'ai rien à ajouter, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vraiment une bonne synthèse de la problématique qui n'est pas uniquement anversoise, mais qui est vraiment belge, on peut dire. Oui. Oui, la Belgique est réputée être le pays quand même du compromis. Et il est quand même, disons, très, très déroutant de voir qu'on ne peut pas faire de compromis sur la tarification. On comprend évidemment qu'il puisse y avoir des litiges, des discussions entre un opérateur ferroviaire et un opérateur de transport public. Mais tout de même, de là à ne pas parvenir à un accord, enfin voilà, un accord de gentilhomme sur ce sujet, comme l'a dit monsieur, à Paris, on y arrive, et même dans d'autres villes françaises, voilà, où pourtant en France, Dieu sait si c'est le pays des batailles d'ego. En France, on y arrive. Donc, enfin voilà, c'est une petite réaction pas très technique, plus d'ordre humain que technique, mais voilà, que je tenais à faire. Est-ce que je peux Nous pouvons uniquement constater qu'en effet, c'est très difficile et il faut peut-être regarder au niveau politique. Hein, les politiciens ont quand même une autorité aussi bien sur les sociétés régionales que sur les chemins de fer, mais non, apparemment, on ne peut pas faire bouger les choses. Alors, à Lille, juste un instant après, l'intégration tarifaire existe depuis 2019 entre donc la SNCF et le réseau Ilevia, donc et c'est la seule chose de bien qui soit fait à Lille, puisque comme vous le savez peut-être, on va de désastre en désastre avec le métro, etc. Toutefois, l'impact est assez limité. Je crois qu'il y a 1 million de validations annuelles sur le réseau ferré à ce titre. Donc, 1 million de validations annuelles pour une agglomération d'1 million, voilà, c'est quand même assez faible, disons. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. Mhm. Mhm. Est-ce que je peux prendre de parole? C'est Daniel Oui, Pascal. oui, vous pouvez. D'accord. Euh, je ne connais pas trop bien le réseau interne d'Anvers, mais je crois qu'il a un tunnel métro qui n'est pas utilisé jusqu'à présent. Est-ce qu'il ne pourrait pas servir pour le développement des AS d'un système rapide, express, devant la lecture? Daniel, tu es très difficile à comprendre, pour moi en tout cas. Donc, il existe un tunnel métro qui n'est pas utilisé, je crois, en vrai. Est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé dans l'offre S ou des métros régionaux ou autres?
je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est la question de micro ou le son ne passe Euh, pas. Peut-être que monsieur peut essayer de répéter sa question plus clairement et plus près du micro, peut-être, car nous avons mal compris. Par écrit? Éventuellement, oui. Oui, ou par écrit, sinon, schriftelijk. Il y a une question là qui est posée par monsieur Vermeulen en néerlandais, qui demande si la rénovation prévue de la gare de Berchem peut améliorer la capacité, je crois que c'est ça, hein, donc, donc, quelle est cette rénovation prévue à Antwerpen-Berchem, donc qui, je rappelle, est donc la gare de périphérie, un peu comme... CBC. ouais. Là-dessus, je n'ai pas de connaissances, donc je ne peux rien dire. Donc, oui, si c'est deux voies qui manquent, alors en effet, il faut essayer de remédier ça. Alors sinon, il y a Monsieur Dirk Vizet, toujours en néerlandais, qui affirme que aussi bien au niveau flamand qu'au niveau fédéral, de l'accord de règlement de gouvernement fédéral, l'intégration tarifaire est envisagée, prévue, et donc les quatre opérateurs ont donné une feuille de route, quoi, un brouillon. Les quatre opérateurs, c'est donc la SNCB et les opérateurs de transport urbain en Wallonie, Flandre et à Bruxelles. Oui, oui, nous espérons de voir des résultats, mais c'est pendant, je dirais, des décennies qu'on parle d'une intégration tarifaire et on ne voit pas de résultats. Donc, le jour où on verra les résultats, on sera content, mais avant, on reste un peu sceptique. Si je peux me permettre, Oui. dans la convention RER de 2003, qui a un statut de loi, il est prévu l'intégration tarifaire et il y avait deux étapes. Une avec une intégration tarifaire à 11 kilomètres du point central qui est la grande place de Bruxelles. C'est vous dire un petit peu les éléments sur lesquels il a fallu arriver à une espèce d'accord. Première étape. Et la seconde étape, c'était 30 kilomètres de rayon autour de la grande place de Bruxelles. Et l'ambition cachée derrière cela, c'était que si on réussissait cet exercice sur Bruxelles, il est évident que la SNCB devait pouvoir faire le même exercice avec les opérateurs des autres agglomérations sans gros problème, puisque le modèle bruxellois, en finale, n'est pas plus compliqué ou n'est pas différent des modèles qu'on pourrait appliquer à Liège, à Anvers ou à Gand ou à Charleroi, pour citer les cinq agglomérations bien connues. Mais nous en sommes toujours là. 11 kilomètres pour le moment, mais c'est une accumulation de titres séparés. Ce n'est toujours pas pour moi une véritable intégration tarifaire, parce qu'on bute toujours sur le problème de la répartition de recettes. Il est vrai que dans les accords politiques récents, les concertations de ministres de la mobilité sont remises à l'agenda. Donc ça, c'est un signe qu'il y a une évolution quand même
de vouloir arriver à une solution entre l'autorité fédérale et l'autorité régionale. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand, enfin moi je vous dis ce que j'ai vécu, nous devions avoir sur tous nos travaux pour arriver à un accord en 2 fois 4. 2 fois 4 opérateurs, à l'époque SNCB, de l'ENTEC et STIB, et les 4 accords, et l'accord des 4 autorités, donc le gouvernement fédéral et les 3 régions. Si on n'avait pas un accord de 2 fois 4, nous devions recommencer le travail. Moi, j'ai travaillé dans la cuisine, si vous voulez, de tout cet exercice. Et donc voilà où on en est. Le mécanisme n'a pas changé aujourd'hui. Vous avez 4 ministres parce qu'il y a 4 autorités publiques et vous avez toujours 4 opérateurs. Donc si on veut une intégration tarifaire, on reste toujours devant la même question, c'est qu'on doit aboutir à un accord pratique entre les 2 fois 4 acteurs de cette intégration tarifaire. Et je pense que nous devons chacun de notre côté essayer de nous battre pour que ces 2 fois 4 soient obligés de mettre sur la table un accord. Mais s'ils ne sont pas forcés, le temps passe. Je vous rappelle l'accord de la Convention RER 2003. Nous sommes en 2025, bientôt 26. Je suis toujours optimiste, mais. Faut toujours rester optimiste, hein. Ouais. Il faut mettre de la pression, répéter nos demandes. C'est tout ce que nous pouvons faire, hein. Ça. Et il y a peut-être le Brupass et le Brupass XL qui sont des résultats de cette convention RER ou pas? Effectivement, mais je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur les tentatives qui ont existé et dans lesquelles moi-même j'ai travaillé très concrètement. Mais je vous cite une petite anecdote. Pour avoir un titre commun, ne fût-ce qu'entre la STIB et la SNCB, il fallait avoir des opérateurs dans les gares pour qu'on puisse venir avec le titre STIB pointé. Et donc, on a réussi à un moment donné, hein, on a réussi, mais il fallait savoir où mettre l'oblitérateur dans chacune des grandes gares de Bruxelles. Je ne vous dis pas les problèmes. Et un petit sous-élément, qui n'est quand même pas secondaire, qui paye l'alimentation électrique de l'appareil? Heureusement, la STIB avait un stock de machines disponibles à placer, mais ce n'était pas elle qui pouvait mettre le câblage pour faire fonctionner les valideurs de la STIB. Voilà, enfin, c'est pour vous dire qu'il Oui. faut des gens qui travaillent de manière déterminée, mais qui veillent au caractère opérationnel et pratique des choses. Et là, on a parfois des surprises, pas toujours agréables. Mais donc, il faut continuer. Et moi-même, je continue. Ça fait 11 années que je suis retraité, mais je suis toujours actif en mobilité. D'aucuns me connaissent d'ailleurs, dans peut-être ceux qui écoutent ici ou qui participent. Et on ne me raconte pas n'importe quoi non plus de la part des autorités ni des opérateurs parce que il manque vraiment, vraiment de la bonne volonté de la part de tout le monde. Ça, c'est clair et net, parce que les solutions existent, d'autant plus que la technologie aujourd'hui nous permettrait, par exemple, d'avoir une vigilance permanente sur la consommation réelle des titres de transport. On pourrait le faire et sur cette base-là répartir les recettes, puisque ça reste un des éléments de désaccord entre les opérateurs eux-mêmes. Je ne parle pas des autorités, je parle des opérateurs. Voilà. Je m'arrête là, hein, mais je suis toujours aussi passionné, mais je suis prêt à soutenir toutes les démarches qui peuvent se faire pour faire aboutir cette offre intégrée.
Le Très transport bien, public reste un sujet très passionnant, hein, c'est ça. très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, j'aurais juste fait une petite remarque parce qu'il est déjà 19h30. Hmm. Stéphane Copé, donc, du réseau en train, connaissant bien les cas en France métropolitaine, hein, Marseille et dans d'autres villes, je suis à la fois malheureusement surpris et content de vous entendre, c'est-à-dire que les problématiques sont exactement les mêmes, c'est-à-dire grosso modo une sous-utilisation des infrastructures existantes, des travaux gigantesques pour réaliser des infrastructures nouvelles qui restent sous-utilisées, une insuffisance de l'intermodalité, tant sur le plan physique, vous l'avez cité, éloignement des points d'arrêt, non-lisibilité de l'intermodalité et bien sûr cette question tarifaire qu'on vient d'évoquer. Et j'aurais simplement voulu vous poser une petite question sur la fréquentation quand même du réseau, puisqu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent de dire tout ça a servi à quelque chose ou pas? Ouais, oui, mais je ne peux pas vous donner des chiffres. Je n'ai pas cherché ce genre de chiffres, mais il existe sûrement. Donc ça, Oui, alors la SNCB organise les comptages des montées, je crois, dans les oui, gares. oui, 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 oui. Oui, je crois que c'est public. Hein, je chercherai et puis je les Il y a un Oui, communiquerai même. pointage une fois par an à la SNCB. C'est ça, Voilà. c'est ça. Est-ce que la mise en service du tunnel a été marquée par un gap de fréquentation important, par une différence forte de fréquentation? Et sur quelle ligne? je n'ai jamais Je sais pas. entendu mentionner ça, donc je ne sais pas. Je ne Ouais. peux pas vous répondre. Alors, Merci en tout cas de votre présentation. je regarde. Alors, j'essaierai de chercher, mais par contre, là, je crois que, comme l'a dit Marc durant l'exposé, comme il y a deux gares, Antwerpen Central et Antwerpen Berchem, comme à Berchem, il y a beaucoup de correspondances, de gens qui changent de train, il est possible que la fréquentation soit en nombre de montées soit plus élevée à Berchem qu'à Central. Je crois, mais j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un paradoxe là-dessus. Personnellement, quand je vais à Anvers, je suis souvent utilisateur de la gare de Berchem plutôt que de la gare d'Anvers centrale. J'ai plus, me semble-t-il, de possibilités à Berchem qu'à Anvers centrale, qui est compliqué aussi par rapport au réseau de tram d'ailleurs, hein, avec les différentes lignes qui sont à, à trois ou quatre points de, je dirais, d'accès différents autour de la gare. Voilà. Mhm. Bon, Stéphane, on pourra regarder ça. Je pourrais essayer de retrouver des données, et bah, même le diffuser, parce que je crois que ce comptage des montées est public, je crois. Hein. Oui, 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 c'est public. Allez, ça ne faisait pas partie de mon exposé, donc je n'ai pas cherché ces chiffres, mais ils existent, oui, oui, sans aucun doute. Mais je ne pense pas que ça ait, peut-être sur les années, en lisant sur les années, mais en tout cas, il n'y a pas eu brusquement de. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas. Si ta question, c'est de savoir si une année, il y a vraiment eu un- une très forte augmentation, je ne crois pas. C'est sûrement lissé sur Non, les je ne années. pense pas. Non. Et pour peut-être terminer, si personne ne veut parler, pour faire une ouverture européenne, peut-être, est-ce qu'il y a des éléments de comparaison, par exemple, avec Rotterdam, par exemple, de l'autre côté de la frontière, qui est assez largement comparable en taille à Anvers, bon, qui n'avait jamais eu ce problème de gare en terminus, puisque la gare centrale est en continuité. Mais voilà, est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Oh. À Rotterdam, on a aussi fait des grands travaux pour aller en dessous des rivières pour avoir des bonnes liaisons traversant la ville. Donc, il y a pas mal de villes où on a fait ces efforts d'investissement, hein. À Londres avec le Crossrail, à Amsterdam, ils sont aussi en train
de créer une performance plus importante. Donc, je pense que partout où on fait ces investissements, ce qui doit nous prouver un peu que c'est quand même utile et que c'est trouvé utile dans toutes les villes. Mais les géographies sont très différentes, hein. Oui, Parce que oui. les impératifs, je dirais, ne fût-ce que l'implantation du fleuve ou de la rivière, la géographie des environs, beaucoup d'éléments sont différents. Je pense qu'il n'est pas vraiment intéressant de comparer des ensembles, il faut plutôt comparer des solutions à certains types de défis, comme des traversées sous un fleuve très large. Ça peut être intéressant. Ou comment on dessert Est-ce qu'il existe une ligne circulaire ou pas? Bon, ben, en tout cas, on découvre que dans les villes européennes, là où il n'y a pas de jonction souterraine, on est en train de l'envisager ou de le faire. Mm, Des villes en Allemagne qui étaient avec des grandes gares en cul-de-sac sont en mm, train de modifier cela par des travaux gigantesques, hein. mm, C'est clair, hein. Quand on descend ici à Anvers, on est descendu sous le niveau de la mer, hein. mm, Oublié, hein, avec tout le phénomène de l'hydrologie à régler et à réguler définitivement, sans quoi la menace d'inondation est quand même un grand risque. Ici, bon, je pense que les choses ont été bien faites et jusqu'à présent, j'ai pas entendu qu'il y avait eu des problèmes à cause de l'aspect hydrologique. Le chapitre hydrologique est très important. mm. Effectivement, ça a été bien fait. Nul ne le conteste. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que ce fut un bel événement. Donc, pour ce qui est du réseau en train, donc Bonjour. oui, Oui, le j'ai prochain. encore une question. Ah, pardon. En fait. Euh, oui, merci. Euh, je vais le poser en néerlandais. Ja, de federale overheid is nu normaal gezien bezig met het opstellen van een streefdienstregeling voor het jaar 2050. Donc un horaire cible pour l'année 2050, je crois. Ja, maar daar is heel weinig van geweten. Ehm, en in ieder geval publiek. En het lijkt ook alsof de vervoerregio's zelfs niet eens betrokken worden. Is iemand hier daarvan op de hoogte hoe dat zit en wat dat de tijdspanne is dat ze daarover gaan uitwerken? En ja, il y a quelqu'un qui sait plus sur cet horaire cible pour 2050 ou 2040 peut-être, je ne sais pas. Je crois que le problème de la SNCB, c'est d'obtenir au bout des 10 ans d'être encore l'acteur principal de l'offre de transport public en Belgique. Et je Mhm. pense que c'est là-dessus que la SNCB est au travail pour le moment. Elle doit absolument être en position de force pour dire qu'elle a l'offre la plus pertinente pour répondre aux besoins du service public ferroviaire en Belgique. Si elle ne réussit pas cela, ça sera un appel au marché. Et il y a des opérateurs étrangers qui sont prêts à agir en Belgique parce que la Belgique, c'est petit. C'est, je pense, là l'élément clé pour la SNCB, c'est de prouver qu'elle est toujours la meilleure à répondre aux besoins du service public en Belgique. Mais est-ce que vous savez aussi si le, l'horaire cible, quand ça sera, oui, ja, wanneer die
uitgewerkt gaat zijn en hoe dat proces gaat verlopen, of weet u daar niet van? On n'a pas encore vu, mais je ne suis plus membre du comité consultatif des usagers de la SNCB, mais d'autres sont encore membres maintenant. Mais pour le moment, je n'ai pas vu un dossier clair sur cette... Il y a une nouvelle offre qu'ils doivent faire évoluer, oui, mais je ne sais pas quel est son état actuel de conception. Mais il y a Mhm. quelqu'un d'autre qui peut être membre du comité, en sait plus, mais voilà. Merci. Très bien. Merci pour ces questions et ces indications. Y a-t-il une dernière ultime question? Parce que là, nous avons dépassé de quelques minutes. Mais s'il y a une ultime question, c'est le moment ou jamais. Bon, très bien. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci à Marc en particulier, à Marc Goodbros, donc qui est toujours à la technique, et à Marc Brockert qui aujourd'hui a brillamment évoqué le sujet et de manière à la fois très précise et très problématisée. Voilà. Et pour le réseau en train, le prochain événement, donc c'est Grenoble. Hein, donc s'il y a des gens qui ont du temps libre pour descendre à Grenoble, il y a un intervenant belge d'ailleurs qui nous parlera des desserts dans les Ardennes ferroviaires. Bon, vous pouvez vous inscrire sur le site. Et du côté de Rebo, je crois qu'il y a les nouveaux horaires de la SNCB qui vont. Je sais pas de réaction. Euh, Bien. je n'ai pas, je n'ai pas vraiment compris. Vous avez posé une question maintenant parce que Oui, en fait, quel est votre prochain événement marquant pour vous, Rebo? oh, les, les événements chez nous, c'est surtout des excursions pour le moment. Donc, c'est utiliser les transports publics en fonction de tourisme. Et comme ça, nous comptons, vers le 15 novembre, nous comptons faire un week-end à Gerolstein, dans le Eifel, mais c'est juste en traversant la frontière. Ce que nous trouvons très particulier là, c'est qu'il y a une ligne de bus entre Saint-Vith et Gerolstein. Donc, ça veut dire le bus allemand qui vient jusqu'à une petite ville en Belgique, dans une région où il y a très peu de lignes de bus et presque pas de bus transfrontaliers. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, de remarquable et nous aimons bien utiliser ça aussi pour montrer à nos membres qu'il y a quand même des services transfrontaliers et en même moment, on montre aux sociétés, aux opérateurs que leurs bus sont quand même appréciés par les touristes, par exemple. Donc ça, c'est le prochain événement important pour nous. C'est à petite échelle, hein, mais et pour le reste, il y a, on continue une action dans le sens d'écrire des avis, de sortir avec des positions. Mais bon, c'est pas spectaculaire non plus, mais c'est nous faire entendre, utiliser des arguments et montrer aux politiciens que tout le monde n'est pas purement automobiliste, mais qu'il y a toujours des citoyens qui s'intéressent pour un bon transport public. Et donc, dans une démocratie, je pense qu'on doit nous faire entendre pour que on accorde suffisamment d'attention politique au transport public. Donc, Très bien. Eh bien, merci à toutes et tous et donc à très bientôt. Et voilà. À bientôt. Au revoir. merci à tout le monde. Au revoir.